Pour cette vidéo de 100% vidéo Fujifilm, on va regarder ensemble s'il est intéressant d'utiliser le Fujifilm X-H2 pour de la vidéo. C'est parti! Comme à l'habitude, je remercie toutes celles et ceux qui me font confiance pour mes masterclass et mes luttes Fujifilm, dont le lien se trouve en description. Avant de commencer la vidéo, laisse-moi te placer le contexte. Je dois t'expliquer ici comment j'ai construit mon test et vraiment sur quelle partie de la caméra celui-ci se construit. En fait, tu dois voir que j'ai construit ce test dans l'idée où je viendrai à faire l'acquisition de ce X-H2. Disons que j'ai dans l'idée de vouloir faire son acquisition comme étant une deuxième caméra, une caméra B à mon Fujifilm X-H2S ou même par moment en tant que la caméra principale. Car en fait, il faut toujours voir en tout cas celui-ci comme étant un boîtier secondaire. Si la question était est-ce que le X-H2 est mieux que le X-H2S en vidéo? Non, la réponse est très simple. Il n'est pas mieux. Il est différent, il est complémentaire, mais il n'est pas mieux. Si tu as dans l'idée de vouloir filmer avec l'un des deux boîtiers et que celui-ci doit être ton boîtier principal, la réponse est très simple et je te le spoil ici, c'est le X-H2S que tu dois venir sélectionner. Mais par contre, si tu as dans l'idée d'ajouter un deuxième boîtier ou alors si tu as des besoins un peu différents, eh bien je vais t'expliquer ici comment j'ai construit ce test. En fait, pour ce test ici, tout s'est basé clairement sur la résolution. Quand je dis la résolution, c'est tout simplement les possibilités d'enregistrer par exemple jusqu'en 8K avec ce Fujifilm X-H2. Et en fait, cette vidéo test résonne aussi avec une autre vidéo que je publie à l'instant même sur ma chaîne principale Monsieur Caméra et qui est justement liée à l'utilité de la résolution en 8K. Son lien est présent en description si tu veux aller voir cette vidéo sur laquelle tu vas évidemment encore mieux comprendre la construction de ce test, mais aussi l'utilité et l'explication d'un élément important comme cette résolution de 8K. Car ce qui est dingue avec ce Fujifilm X-H2, c'est qu'il va intégrer tous les mêmes codecs vidéo qui sont présents dans le H2S, mais que cela sera valable même jusqu'en 8K. C'est-à-dire que même jusqu'en 8K, on va avoir, et de façon interne, du ProRes en interne, du ProRes LT, 422 et du HQ, ainsi que des débits de codec, comme par exemple sur du Longop ou du All-Intra, qui peuvent aller de 360 Mbps par seconde jusqu'à 720 Mbps par seconde. Donc on a vraiment une latitude sur justement le choix et le type d'enregistrement avec ce X-H2, donc ça le rend vraiment intéressant et surtout j'étais assez curieux en fait de faire pas mal de tests liés à ces débits et aux résolutions de présente. Pour aller encore plus loin dans l'explication, tu dois savoir que j'imagine cette caméra comme étant peut-être la caméra parfaite pour effectuer des captations d'interviews, des face caméras et toujours liée justement à cette résolution et la 8K et la possibilité de recadrer dans ton image et au final avec un seul boîtier te donner plusieurs angles ou peut-être deux boîtiers si tu viens à le coupler avec un autre comme le X-H2S par exemple. Car c'est à rappeler que dans les éléments qui sont communs entre ce X-H2 et ce X-H2S, eh bien il y a aussi l'utilisation du module XLR de chez Tascam. Module XLR que j'utilise à l'instant même, qui est placé sur mon Fujifilm X-H2S et qui me permet d'enregistrer ma voix via mon micro Octava MK012. Eh bien ce module XLR est aussi compatible avec le Fujifilm X-H2. Ce qui fait que ce Fujifilm X-H2 avec ces possibilités d'enregistrement audio sur module XLR et cette résolution de 8K devient un boîtier incroyable lorsque tu veux effectuer justement des prises d'interview, des prises face caméra de qualité et sur laquelle tu auras énormément de latitude en post-production sur les possibilités de recadrage. Donc au final, le test il est construit sur la résolution, le rolling shutter, plus 2-3 autres détails que tu verras tout au long de cette vidéo. Il y a des passages dans cette vidéo d'exemples qui peuvent être assez longs, donc n'hésite pas en tout cas à utiliser le système de chapitrage pour peut-être avancer et uniquement entendre ma conclusion si tu trouves le passage des exemples un peu trop long. Je commence donc le test avec comme premier élément l'utilisation de la 4K. Car c'est à mentionner, et je vais te montrer, que tu as dans ce Fujifilm X-H2 de la 4K standard ainsi que de la 4K HQ, qui est en fait un système oversamplé, c'est-à-dire qu'on va avoir l'utilisation du capteur et de sa résolution de 8K, mais ramené sur une image de 4K. Nous fournissons en effet ici une image en 4K bien plus détaillée, et je te joue ici les deux exemples.
ce que je retiens par rapport à ces exemples, c'est qu'on aura beaucoup plus de détails dans notre image et donc qu'on aura une possibilité de recadrage bien plus performante avec la 4K HQ par rapport à la 4K, surtout que c'est à mentionner et à rappeler que l'espace de stockage ne sera pas différent. C'est-à-dire que si on vient à sélectionner de la 4K ou de la 4K HQ, la quantité d'espace de stockage reste identique. Ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à utiliser de la 4K HQ. Mais attention, il y a un piège. Le piège, c'est quoi? C'est le rolling shutter. Le rolling shutter entre la 4K standard et la 4K HQ n'a strictement rien à voir. Et en fait, c'est presque universel, je vais dire, à toutes les marques qui proposent ce principe de système oversamplé, d'image oversamplé, où on a un rolling shutter qui est beaucoup plus lent, en fait, sur de la 4K HQ. Ce qui veut dire que si tu dois effectuer quelque chose qui au départ n'est peut-être pas en tout cas prévu pour ce boîtier, donc des prises à main levée très rapides et autres, mais tu vas avoir le rolling shutter qui sera présent et ce qui fait que tu auras un rendu gélatineux sur la totalité de ton image. Donc là-dessus, il faudra faire attention, il y a un petit piège qui est présent avec ce rolling shutter dès que tu viens utiliser la 4K HQ. Pour la résolution de 6,2K qui est aussi présente dans ce Fujifilm X-H2 mais qui est différente du Fujifilm X-H2S. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, le Fujifilm X-H2S reste le seul boîtier dans la gamme Fujifilm à proposer un mode Open Gate. Donc c'est l'utilisation du plein capteur sur un ratio de 3/2, élément que j'ai déjà vu avec toi dans des vidéos précédentes. Et ici, sur le Fujifilm X-H2, on a bel et bien cette résolution de 6,2K, mais qui restera sur le capteur en 16/9. Donc on a un système qui est différent par rapport à cette résolution. Et moi, ce que j'ai voulu tester par rapport à celle-ci, eh bien, c'est la différence de qualité suivant en tout cas le codec et le débit qu'on va choisir. Donc j'ai voulu voir si on avait une différence par exemple entre du All-Intra en 360 Mbps par seconde et du ProRes en 4:2 et je te montre le résultat. Alors concrètement, je ne sais pas si tu arriveras à voir la différence due à la compression que YouTube applique à nos vidéos. Mais ce qui est à mentionner, en fait, c'est qu'on a quand même une petite différence de détail entre justement de l'enregistrement en All-Intra 360 Mbps par seconde et du ProRes 4:2, mais on a surtout une différence au niveau de la gestion du bruit. On a beaucoup plus de bruit en fait dès qu'on est sur du All-Intra en 360 Mbps par seconde et on a vraiment en fait du bruit au niveau de la chrominance. Donc on voit vraiment un bruit qui est présent dès qu'on a des niveaux de saturation un peu plus élevés. Donc quelque chose qui n'est pas vraiment agréable, surtout si on vient à utiliser cette résolution pour revenir recadrer dans son image. Donc je ne sais pas si cela sera vraiment visible de par la compression qu'applique YouTube, mais elle est bel et bien présente. On a un peu moins de détails et on a surtout beaucoup plus de bruit. Concernant le rolling shutter, même s'il n'y a pas de variante justement au niveau de la 6,2K, donc on l'a vu en 4K, 4K normal, 4K HQ, on a une différence au niveau du rolling shutter. Non, ici sur la 6,2K, le rolling shutter est lent, on a plus de résolution, il est plus lent justement à faire les allers-retours entre les deux côtés du capteur, ce qui fait qu'on a un rolling shutter qui est pas vraiment génial, on retrouve la même performance en fait qu'avec la 4K HQ. J'en arrive maintenant à l'utilisation de la résolution 8K, qui est clairement en fait mon idée première avec ce boîtier. De nouveau, si tu viens à te dire, David, ne commence pas à utiliser la résolution 8K comme étant un argument de recadrage, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe de la résolution. Et de nouveau, je t'invite à aller voir ma vidéo qui est présente sur ma chaîne principale, parce que c'est vrai que dans mon esprit, et psychologiquement parlant, je ne peux pas recadrer une image qui a été faite en 4K. Psychologiquement, je ne peux pas. C'est-à-dire que je construis mon cadre en 4K, c'est tout, je n'y touche plus. Mais par contre, en 8K, on a tellement en tout cas des informations dans notre image que ça ne me pose aucun problème et que ça devient vraiment un réel outil de post-production. Donc ici, c'était vraiment important pour moi de tester cette résolution, parce que toujours comme je t'ai expliqué, la logique c'est de m'imaginer en train de faire une acquisition sur ce boîtier comme étant un boîtier secondaire ou éventuellement un boîtier de première utilisation comme étant par exemple le X-H2 en caméra A pour justement une face caméra et le X-H2S comme étant la caméra B. Donc ici je vais te faire défiler toutes les variantes au niveau des possibilités d'enregistrement sur les codecs et les compressions et puis on en discute après.
par rapport à cette résolution 8K, et comme ça on n'en parle plus, identique pour le rolling shutter. Le rolling shutter aussi n'est pas extraordinaire par rapport à ça, il est toujours très lent, même sur cette résolution 8K, donc des utilisations en mouvement, etc., on oublie, ça ne sera pas vraiment en tout cas prévu pour. Pour le reste, et par rapport à cette résolution 8K, et de nouveau, je ne sais pas si cela sera vraiment visible de par la compression que YouTube applique, mais ce qui est certain, c'est que si je viens utiliser cette 8K, et dans cette utilisation de recadrage, donc de venir justement utiliser plusieurs possibilités en fait de cadre avec mon image filmée en 8K, donc c'est-à-dire que le X-H2 deviendrait ma caméra principale avec un grand angle par exemple, et puis après j'aurais le X-H2S en caméra B qui lui serait sur un angle beaucoup plus serré, et bien le grand angle me permettrait en fait d'avoir différents zooms d'appliquer et d'avoir différents niveaux de cadrage dans mon projet final. Donc par rapport à cette idée-là, de cette utilisation de la résolution 8K, ce qui est certain, c'est que je n'utiliserai pas en tout cas Dual Intra en 360 mégabits par seconde. C'est très intéressant de l'avoir. Je trouve ça génial que Fujifilm se soit dit, eh ben, si vous avez envie de filmer avec le Fujifilm X-H2 2 heures avec une carte de 330 Go, parce que c'est ce qu'on obtient. Donc, c'est-à-dire que en All Intra, et d'ailleurs, je te remets ici un peu à l'écran, je te refais défiler les possibilités, les temps d'enregistrement suivant les codecs de choisis. Eh bien, avec Dual Intra en 360 mégabits par seconde et sur une carte de 330 Go, on obtient 2 heures de temps d'enregistrement. Donc, c'est super intéressant. Le Fujifilm, vous avez vraiment bien fait de le mettre parce que ça peut avoir en tout cas certains intérêts. Mais par rapport à mon idée principale, c'est-à-dire de pouvoir recropper, de recadrer dans mon image, le 360 mégabits par seconde n'est pas vraiment utilisable parce qu'on a quand même une perte de détail qui est présente. Et puis surtout, de nouveau, on a beaucoup trop de bruit en fait dans notre image. Dès qu'on vient à zoomer, ce bruit est présent, ce fourmillement est présent. Et donc pour moi, c'est pas vraiment utilisable. Alors, je te dis pas vraiment utilisable par rapport au master que j'ai en face de moi lorsque j'effectue mes tests. Maintenant que de par la compression que va appliquer YouTube, c'est peut-être une autre histoire. Mais en attendant, ici, si je viens l'utiliser, le 360 mégabits par seconde pour de la 8K, même si je trouve ça génial de l'avoir mis, je vais pas vraiment l'utiliser. Par contre, utiliser le All Intra mais sur du 720 mégabits par seconde, là j'y vois une réelle utilité car on a vraiment un bon compromis. J'ai cette possibilité, cette latitude en post-production avec justement un minimum de qualité dans mon image, que ce soit au niveau du détail ou du bruit, et je garde quand même un bon temps d'enregistrement. Je garde quand même 1 heure de temps d'enregistrement sur une carte de 330 Go, donc ce qui est tout à fait honnête. Donc là, on a un bon compromis. All Intra 720 mégabits par seconde, là je commence à avoir quelque chose d'intéressant et que je me vois vraiment utiliser. Je pourrais utiliser cela sans aucun problème et en fait avec un réel plaisir même. Alors j'ai aussi recomparé les résolutions entre elles. D'ailleurs, si tu constates que pour cette vidéo j'ai un peu les yeux rouges, très clairement je me suis éclaté la rétine toute la journée dans les tests que j'ai effectués et j'ai un peu recomparé justement par exemple la 4K HQ contre de la 8K, de la 6,2K suivant les compressions, etc. par rapport à la 8K et j'en viens à garder que la 8K avec Dual Intra en 720 mégabits par seconde reste vraiment en tout cas le meilleur compromis pour justement avoir quelque chose de bon. La 4K HQ est quand même exceptionnelle, on a vraiment quelque chose qui est super bon. Mais par rapport en tout cas au gain de performance et par rapport au supplément d'espace de stockage, pour moi, la 8K avec Dual Intra en 720 mégabits par seconde est clairement le combo gagnant de cette histoire. Donc oui, moi je resterai en tout cas dans cette optique-là. De nouveau, je te fais un peu circuler les plans que j'ai comparés. Mais voilà, 8K 720 mégabits par seconde, même en recomparant les résolutions entre elles, pour moi ça reste le combo gagnant. Si tu te poses des questions par rapport aux performances de l'autofocus, dont il n'y a pas de visuel de présent dans cette vidéo, eh bien je tiens tout simplement à t'expliquer qu'on se situe entre le X-T4 et le X-H2S. Alors pourquoi est-ce que c'est pas présent dans cette vidéo? Parce que je n'y voyais pas vraiment une réelle pertinence dès l'instant où, comme je te l'ai dit, pour moi et pour une utilisation 100% vidéo, la priorité se situe sur le X-H2S et pas forcément le X-H2. Et le X-H2, comme je te l'ai dit, on a une performance qui se situe entre le X-T4 et le X-H2S. Donc ça veut dire que dans un environnement contrôlé et dans le but, par exemple, de filmer, de filmer une personne ou de filmer des packshots, ce genre de choses-là, eh bien très clairement, l'autofocus fonctionne parfaitement. On a quelque chose qui est très bien, qui est très réactif. On n'a pas de système de micro-pompage, etc. Donc on est très bien. Un poil en dessous du X-H2S, au-dessus du X-T4.
Autre élément que j'ai voulu tester parce que j'ai vu passer des retours d'infos par rapport à cela, dans lesquels on pouvait constater une différence de plage de dynamique entre de la 4K et de la 4K 60 images par seconde. Alors, c'est peut-être le cas lorsque tu viens complètement à foirer ton exposition et que tu veux récupérer en tout cas un certain niveau d'information dans tes basses lumières, mais très clairement, à exposition identique et surtout à une bonne exposition, je ne vois aucune différence entre de la 4K 24 images secondes et de la 4K 60 images secondes. Donc c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, j'ai pas l'impression qu'on bascule sur un circuit différent au niveau de la plage de dynamique. Pour moi, elle est similaire. Peut-être que c'est présent lorsqu'on vient complètement à foirer son exposition et qu'on veut récupérer des infos dans les basses lumières, mais à une exposition correcte, il n'y a aucun problème par rapport à cela. La 4K 60, c'est s'utiliser sans aucun souci. Au final, il y a un réel système complémentaire entre l'utilisation du X-H2S et du X-H2. Je l'ai répété assez souvent dans cette vidéo. Pour une utilisation 100% vidéo, ça reste le X-H2S. Mais honnêtement, si à l'heure actuelle, j'étais en tout cas dans l'idée d'acheter par exemple 2 boîtiers dans l'écosystème Fujifilm, je ne m'achèterais à aucun moment 2 fois le X-H2S. C'est certain que je prendrais le X-H2S plus le X-H2. Je ne prendrais pas 2 fois le même boîtier parce que très clairement, ça me permettrait en fait bien plus de polyvalence. Et comme je te l'ai dit, je vois une réelle utilité en fait à cette résolution 8K. Certainement pas pour être consommé en l'état, mais pour être utilisé dans un système de post-production. N'hésite vraiment pas à aller voir mon autre vidéo de présence sur la chaîne principale, car je rentre vraiment là-dessus en détail, et je pense que ça pourra justement donner plus d'idées à des personnes qui pourraient se dire « la 8K ça sert à rien ». Non, il y a une utilité derrière, c'est juste qu'il faut la comprendre. C'est un boîtier avec lequel j'ai réellement pris du plaisir à créer du contenu, et j'espère vraiment en tout cas pouvoir mettre en action prochainement ce que j'ai voulu t'expliquer ici, cette utilisation de 8K dès qu'on est dans un interview, un système de face caméra. J'espère le mettre prochainement en action. Alors si je viens à le mettre prochainement en action, ce sera évidemment soit basé sur le boîtier que je viendrai éventuellement allouer ou éventuellement en prêt de la part de Fujifilm Belgique, et j'espère revenir vers toi éventuellement avec des exemples, une seconde vidéo dans laquelle je te ferai peut-être un breakdown, une explication de le tournage que j'aurai effectué avec celui-ci et la complémentarité justement avec le X-H2S. Et puis bien entendu, si tu veux en découvrir plus sur l'univers vidéo de Fujifilm, je t'invite à parcourir le reste de ma chaîne qui aura certainement un sujet qui viendra répondre à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.